Donc on continue avec Olivier, du coup, qui va nous faire un retour d'expérience sur ce qu'il a appris après 1 an dans une start-up en forte croissance. À toi, Olivier. Merci. Alors j'attendais une petite hola à l'annonce de mon nom, mais a priori je suis pas si connu que ça. C'est pas- c'est gentil, c'est super gentil. J'ai j'ai eu la sensation quand je suis arrivé ce matin où à l'accueil ils m'ont dit mais je te connais. Et là il y a tu vois, l'ego un petit peu qui remonte. Tu fais ouais, on s'est vu hier au dîner. Et j'ai dit pourquoi tu me casses mon rêve comme ça, c'est pas cool. Donc du coup je vous disais effectivement, j'étais assez surpris moi d'être retenu, mais je suis très très content d'être là aujourd'hui parce que donc moi je vais pas parler de code, je vais pas parler d'outils pour faire du code. Par contre des outils no code, si vous voulez en discuter après, je suis super intéressé. Euh, mais je vais vous parler de mon expérience dans une startup qui s'appelle Encore Store. Donc, j'ai rejoint Encore Store en mars 2021 et à cette époque-là, Mathieu Alangrin, un des cofondateurs, qui était CTO de l'entreprise à ce moment-là, m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami. Moi, j'avais passé 2 ans chez Vestiaire Collective, qui est une autre startup qui marche très bien. J'étais là-bas comme coach agile et on avait fait plein de trucs pendant 2 ans qui étaient très très cool, mais j'étais un peu sur la fin du cycle où j'avais plus trop grand-chose à apporter à l'entreprise et donc j'ai décidé de les quitter. Et d'anciens collègues de Vestiaire Collective m'ont appelé et m'ont dit écoute, moi je suis chez Encore Store, c'est absolument génial. Viens nous voir et je pense qu'il y a des trucs à faire ensemble. Donc j'ai contacté, enfin Mathieu Alangrin m'a contacté, on a discuté 10 minutes au téléphone, il m'a dit écoute les coachs agiles, je pense que ça sert à rien, j'y crois pas des masses. Mon expérience est pas ouf, donc si tu viens, tu fais quoi? Et je lui ai dit écoute, je viens, on travaille un mois ensemble, si ça sert à rien, on a fait une mission d'1 mois, ça t'a pas coûté grand chose, et puis sinon, eh ben, on continuera et ça se passera bien. Et du coup, j'y ai passé 1 an et demi. Alors, hop. Avant de continuer sur Encore Store, je vais vous donner quand même quelques chiffres. Qui a déjà travaillé dans des startups ici? Ok, ouais, quand même, pas mal. C'est quoi pour vous la définition d'une startup? Ouais, effectivement, c'est une petite boîte qui est dans l'innovation et qui n'a pas d'argent. Pardon? Un pari. Ok, c'est vrai que c'est souvent un pari, surtout pour ceux qui investissent. Pour les employés aussi, ouais, mais tu retombes sur tes pattes. Ça, c'est un sujet intéressant, mais tu retombes sur tes pattes. Non, mais effectivement, les startups en général, alors il y a plein de définitions. Si vous regardez sur Internet, j'ai passé du temps en préparant la conf à essayer de me documenter. Et en fait, il y a plein de définitions différentes. Il y en a qui mettent une quantité de critères énorme. Globalement, c'est effectivement une boîte qui est sûre de l'innovation, dans les nouvelles technologies principalement, même si aujourd'hui en France, hein, la DGE ou DGSE, je ne sais plus, la Direction Générale des Entreprises, recense 1,5 million de startups, je crois. Et sur ces 1,5 million, les chiffres sont là. Ah, il faut que j'aille cliquer là-dessus, je crois. Hop, voilà. Sur ces 1,5 million, on a à peu près 25 000 startups tech. Donc il y a quand même un écart phénoménal, ce qui veut dire que la grande majorité, c'est pas du tout de la tech. Sauf que celles de la tech sont celles qui font le plus parler d'elles. Vous connaissez tous à minima des Doctolib et Mano Mano. Alors, Vestiaire Collectif, peut-être un peu, parce qu'ils sont quand même pas mal connus. Voilà, donc ça, c'est les chiffres de la French Tech, et c'est super intéressant. Ça faisait, c'est l'effet waouh. C'est joli, hein, ouais. Ça m'a coûté du pognon, cette connerie. Donc, 25 000 startups recensées par la French Tech en France. 25 000 startups qui emploient à peu près 500 000 personnes. C'est quand même pas négligeable, hein. Je crois qu'il disait, il y a à peu près, j'ai mis les chiffres, j'ai pas mis les chiffres, je crois qu'il y a à peu près 23 employés en moyenne dans une startup. Donc ça veut dire qu'il y en a qui en ont 6 et qu'il y en a qui en ont 900. Mais la moyenne, c'est 23. Un turnover, donc le turnover, c'est chiffre d'affaires, turnover moyen, 277 000 euros. Pas ouf, mais en même temps, on sait que les startups vivent principalement de l'investissement. Ils font des levées de fonds régulièrement par rapport à leurs objectifs pour gérer leur croissance et leurs dépenses. Ça, c'est un chiffre qui fait un peu peur, mais qui est assez normal en même temps, hein. 80%, alors c'est à prendre avec du recul, c'est très dur d'avoir un chiffre précis. Ça ne devrait pas l'être. Moi, au début, je me suis dit, enfin, on est capable de recenser les entreprises qui sont créées, les entreprises qui ferment, et combien de temps elles ont vécu. Et en fait, non, c'est super compliqué d'avoir des chiffres clairs et précis. Les gens disent des choses différentes. Mais en gros, ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a à peu près 80% d'échecs, pour le dire comme ça, sur 5 ans. Donc là, il n'y a que 20% des startups qui vont survivre à leur 5e année d'existence. Donc ça, c'est moins sympa, mais en même temps, c'est la réalité des entreprises.
Et en même temps, je pense que Georges, qui a créé un détecteur d'aubergines bio dans son quartier, ça n'intéresse pas non plus grand monde, quoi. On lui a peut-être donné un peu d'argent au début pour faire joli et parce que ça fait de la défiscalisation, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un gros marché. Notre président voulait qu'on ait 25 licornes en 2025 de mémoire. On y est déjà. On a atteint les 27 licornes, il me semble, l'année dernière. Tout le monde sait ce qu'est une licorne? Absolument pas. Une licorne est une entreprise, une start-up qui est valorisée à plus d'un milliard. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que c'est extrêmement abstrait. Une valorisation, ça, moi je pense que c'est un peu bullshit dans l'absolu. C'est juste, on te dit aujourd'hui, si tu vends ton entreprise, a priori, je te donne cette quantité d'argent. Ça ne veut pas dire que si tu le fais vraiment, ils vont te le donner. Mais c'est ce qui permet de recenser la valeur d'une entreprise sur le marché. Il faut savoir aussi que sur ces licornes, il y en a qui sont comptées dans les 27 et qui n'en sont plus. Doctolib n'est plus une licorne. À partir du moment où vous rentrez en bourse, vous n'êtes plus une start-up. C'est fini. Vous perdez votre statut. Ça, par contre, c'est un chiffre qui est assez ouf. Ça, c'est l'investissement en 2022. Il faut savoir qu'on a eu une crise quand même entre le Covid, l'Ukraine, tout ça. Et malgré ça, l'investissement a augmenté de 17% entre 2021 et 2022. Plus de 13 milliards d'euros investis dans les startups. On prend 2 secondes pour réfléchir à cette somme-là. 13 milliards. On en fait des trucs avec 13 milliards. Moi, je trouve ça très très bien. Je trouve ça très cool. Ça veut dire qu'on investit sur l'innovation, qu'on investit sur plein de gens qui ont des idées, et c'est bien. Enfin, heureusement qu'on fait ça. Il y a des raisons pour ça. Si vous vous renseignez un petit peu et que ça vous intéresse comme milieu, vous verrez qu'effectivement, il y a beaucoup de business angels, d'entreprises et de holdings qui font de l'investissement parce que derrière, ça leur permet de baisser leurs coûts. Mais ça n'empêche que c'est quelque chose de bien. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils gagnent des sous derrière s'ils en donnent pour qu'on fasse des trucs. Voilà, donc ça, c'est quelques chiffres que je pense intéressants à retenir. Le slide le moins intéressant de la conf, ça c'est moi. Il y a des trucs, vous pouvez me retrouver sur plein d'endroits, mon LinkedIn si ça vous intéresse, mon mail vous vous en foutez, et j'ai un Medium sur lequel j'ai pas écrit depuis 2 ans comme 80% des gens. J'ai eu une époque où j'étais très très chaud, je faisais un article tous les mois et après je fais wow, c'est chaud. Ouais. Et puis ça s'est espacé et là je pense que ça fait vraiment plus d'1 an que j'ai pas écrit un truc. Mais des fois ça me prend. J'ai plus de 17 ans d'expérience, ça fait plus de 17 ans que je travaille dans la tech et par la suite produit et tech. Donc j'ai fait à peu près la moitié de ma carrière comme ingénieur en développement, principalement du Java et du Ruby on Rails. Et l'autre moitié plus sur des postes d'accompagnement sur de l'agilité et des postes de management. Alors ça c'est un schéma assez classique aussi, c'est que souvent on fait Scrum Master, coach agile, parce que soi-disant que c'est mieux coach agile. C'est un autre débat, on pourra en discuter si vous voulez aussi. Et puis au bout d'un moment, on finit par faire manager parce que les entreprises aiment bien ça. Je suis super sympa. J'ai des références, si vous voulez, je peux vous donner des noms. Des gens qui m'ont dit t'es super sympa, c'est cool de bosser avec toi. Voilà. Donc People, Product and Tech. J'ai arrêté le code parce que ça devenait trop compliqué. Alors moi j'aimais bien coder, encore aujourd'hui. C'est pour ça que le no-code est quelque chose qui m'a bien plu, qui m'a vite attiré. J'aime bien écrire un algorithme, peu importe le langage. J'aime pas configurer mes environnements. J'aime pas faire du DevOps. Je m'en tamponne, ça m'intéresse pas. J'aime pas tout ce qu'il y a autour, les frameworks. Moi, je faisais du Java. On a commencé à me parler de Spring, des injections de dépendance, des machins. Je suis là, ça me fait chier. Moi, je voulais juste coder. Foutez-moi la paix. Donc, j'ai arrêté parce qu'en plus, les gens font ça bien mieux que moi. Je suis sûr que dans la salle, vous êtes tous bien meilleurs codeurs que je n'ai pu l'être dans ma carrière. Par contre, j'aime bien les gens. Et j'aime bien aller discuter avec les gens. J'aime bien prendre un café, essayer de comprendre ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est un vrai métier de comprendre les gens et de comprendre comment ça fonctionne dans une entreprise et que ça crée de la valeur. Donc je me suis concentré là-dessus. Retour à Encore Store. Pour ceux qui ne connaissent pas, Encore Store est une marketplace B2B. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont créé un endroit où ils vont mettre en relation des marques et des revendeurs indépendants. Donc ils ne vont jamais travailler ni avec Nestlé ni avec Leclerc. Ça va être que le petit magasin qui est au coin de la rue qui vend des bougies faites avec des parfums bio, quoi. C'est super intéressant dans le sens où c'est un marché où il y a beaucoup de demandes et où il existait très peu de solutions. Donc ces gens-là ont, comme tout le monde, besoin potentiellement d'outils pour se mettre en contact avec des clients potentiels, pour étendre leur réseau, et puis pour derrière faire des trucs aussi de type facturation, de type analyse statistique de quels sont les produits qui vont bien, etc.
Et ils n'ont pas, la plupart, les moyens financiers d'aller utiliser des grandes applications qui peuvent exister pour ça. Donc Encore Store a commencé sur une démarche de marketplace, et puis petit à petit, ça s'étend à devenir un truc beaucoup plus grand. Ils ont des programmes de type Encore Start qui permet des jeunes créateurs ou des jeunes marques à se lancer. Enfin, c'est vraiment intéressant. Allez y jeter un coup d'œil. Ils sont devenus licorne, du coup, donc valorisation, tout ça, après à peu près 3 ans d'existence, parce qu'ils ont eu une accroche sur le marché qui a été fulgurante. Très 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 rapidement, ils se sont retrouvés avec plein de gens qui voulaient leur donner des sous et plein de gens qui voulaient aller bosser là-bas. Alors plein de gens qui veulent vous donner des sous, on va y revenir, c'est bien mais pas toujours très bien. Mais moi je me rappelle, donc je suis arrivé chez Encore Store, donc je disais en mars 2021, il y avait, voilà, on est là, mars 2021, là c'était très très cool. J'arrive, premier town hall. Donc les town halls, c'est, vous savez, les réunions où tout le monde est invité. On est tous en visio parce qu'on est en remote. Et on va nous raconter un petit peu les nouvelles de la société, qu'est-ce qui se passe. Vu qu'il y a beaucoup de transparence et de confiance dans l'entreprise, ils nous racontent aussi qu'est-ce qu'ils se sont racontés avec la board, comment vont les chiffres, est-ce que ça se passe bien, quoi. Donc là, moi, premier town hall, il y a 55-60 personnes connectées à peu près. Ça, c'est la totalité de la boîte. Donc pour une start-up, c'est déjà pas mal. 60 personnes, ça commence à être une belle start-up. Et 6 ingénieurs, 2 product owners et moi qui débarque parce que Mathieu Alengrin me dit on va commencer, alors, le reste de l'entreprise a commencé à grandir, côté tech on est à la bourre parce qu'on ne s'est pas concentré dessus, on avait autre chose à faire, genre créer de la valeur. Et du coup il m'a dit j'ai plus le temps d'être avec eux, il faut que je passe à d'autres choses, donc je vais me concentrer sur le recrutement. Donc quand je suis arrivé, il cherchait quelqu'un globalement qui allait travailler avec l'équipe et s'assurer que ça tourne, quoi, ça marche bien, on communique bien avec le reste. Enfin, un boulot de Scrum Master assez classique dans l'absolu. Et ça, c'était très, très agréable et très efficace parce que culture d'entreprise au top. Moi, je pense que les 6-8 premiers mois de ma carrière, de mon passage chez Encore Store, restent le meilleur moment de ma carrière professionnelle. En termes de culture d'entreprise, de dynamique, de capacité à livrer de la valeur, c'était vraiment extrêmement motivant. Et avec plein de gens qui faisaient des trucs, pas d'ego, tout était très très cool. Mathieu qui se dit on commence à grandir et ça va commencer à aller très très vite. Donc en 5 mois, ils font 2 levées de fonds et ils lèvent, grosse maille, 250 millions sur 2 levées consécutives. Alors je crois que c'est ça, il faudrait vérifier les chiffres, mais c'est dans cet ordre de grandeur. Et 250 millions qui sont notamment axés sur croissance. On va aller chercher plein de gens et on va aller récupérer plein de clients. Sachant qu'au début, il faut savoir que vos investisseurs, si vous avez un produit qui marche bien, ils vont vous dire gars, il faut dépenser. Acquisition, dépenser du pognon, il faut aller chercher des clients. Une fois que tu as conquis tes clients qui sont sur ta plateforme et que tu les as retenus, ça va bien se passer. Mais au début, il ne faut pas hésiter à lâcher des billets. Donc, Mathieu va chercher quelqu'un qui a l'expérience de la croissance. Parce qu'il se dit, si c'est moi qui le fais, j'ai jamais vraiment fait, et puis en plus, c'est pas forcément ce qu'il voulait faire. Et ça s'invente pas. Quand tu veux faire une hyper croissance, il y a des choses à mettre en place. Si tu l'as jamais fait, ça peut être très compliqué et il y a moyen que tu te ramasses la gueule. Septembre 2021, on arrive. Donc là, il y a Lachlan Laycock qui est arrivé à ce moment-là, qui était l'ancien CTO, qui était à ce moment-là CTO de Stuart et qui accepte de rejoindre Encore Store pour prendre le poste qui était le poste de Mathieu à l'époque, donc CTO, et accompagner sur cette stratégie de croissance pour faire grandir l'équipe engineering et une partie de l'équipe produit. Donc en septembre, au moment où il arrive, on avait réussi avec Mathieu et l'ensemble de l'équipe, on était à ce moment-là une trentaine de personnes à peu près. Donc on avait déjà pas mal grandi en termes d'engineering. On passe de 6 à 30, c'est plus la même. Et ça se passait plutôt bien aussi. On avait fait ça de manière assez organique. On va chercher des gens, très exigeants sur le recrutement. Et la structuration se fait pour ceux qui ont vu le talk juste avant. Moi, je suis un grand fan, la loi de Conway, manœuvre de Conway inversée, tous ces trucs-là. Donc c'est vrai qu'on s'était pas mal basé sur le DDD pour définir la structure de nos équipes, etc. Donc, là, ça se passe bien. À ce moment-là, je me dis, on est vraiment très bien. La culture d'entreprise est toujours là, ce qui n'est pas facile. Quand on grandit, c'est très, très compliqué de conserver sa culture. Et on arrive à livrer, les gens sont contents, donc ça se passe bien. Et ensuite, explosion. Et donc, on arrive à peu près 1 an après mon arrivée. Donc, pour rappel, 55-60 personnes quand j'arrive. 1 an plus tard, on est 900. Et on a à peu près 250 personnes entre le produit et la tech. On est passé de 6 à 250. 270, il me semble, selon les chiffres officiels. Ça a été un cataclysme phénoménal. Et ça a été... what the fuck, vraiment. Résultat, retour d'expérience brute, sans explication. Faites pas ça, en fait.
faut pas le faire. Faut pas le faire comme ça. C'est très compliqué. Alors je vais vous dire un petit peu plus, mais cette croissance aussi fulgurante, il y a un choix stratégique derrière, hein, par rapport à la concurrence et par rapport à un positionnement sur le marché, etc., sur le fait de se dire il faut qu'on soit beaucoup plus grand pour concurrencer les autres. Gardez en tête que pour concurrencer les autres, il faut surtout que vous délivriez plus de valeur qu'eux. Et délivrer plus de valeur qu'eux, ça ne veut pas dire être plus nombreux. Ça veut dire être plus malin, mais pas forcément plus nombreux. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire qu'on a vécue. Si vous ne faites pas attention, ça peut devenir rapidement comme ça. C'est ce qui va se passer, hein, clairement. Quand vous avez 20, 30, 40 personnes qui arrivent tous les mois, carnage, quoi. Donc au bout d'un moment, on se retrouve là-dedans, on se dit waouh, où est-ce que je suis? Et du coup, Lachlan, qui est arrivé, qui a connu ça chez Stuart, donc c'est rassurant, on se dit le mec il connaît, il va nous accompagner, nous trouver des idées pour que ça se passe bien. Et il nous dit un truc assez rapide, hein, il nous faut un plan. On s'est dit, super, merci, on n'y avait pas pensé. Ceci dit, il nous dit il faut un plan, mais il a un plan. Et là, la stratégie, c'est de se dire, est-ce que c'est le meilleur plan? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai une idée de comment je veux gérer le truc. Je l'ai fait avant, ça a marché. Donc on va faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il nous explique, hein, ce qui est assez clair, mais il est très insistant là-dessus. Il a dit on va prendre un raz-de-marée sur la tronche. On va avoir tellement de gens qui vont arriver tellement rapidement que si on n'est pas prêt sur tout plein d'aspects, on ne va pas y arriver et on va se retrouver constamment à régler des problèmes qu'on aurait dû anticiper. Et donc les éléments sur lesquels on va travailler, c'est tous ces éléments-là. Et ces éléments-là, on va les travailler par anticipation. Là, ça va continuer après, hein, mais c'est les bases, c'est les fondations de la maison. Donc on va travailler sur les principes d'ingénierie, la structure, l'organisation. Structure et organisation, pour simplifier, hein, structure c'est votre organigramme, organisation c'est comment les gens travaillent entre eux. Donc communication, je suis pote avec telle équipe, du coup on travaille bien ensemble, et puis quand j'ai besoin d'un truc je vais lui demander à lui parce qu'il le sait. Donc c'est la différence entre qui est chef et responsable de quoi, et qui vraiment fait le truc et comment on l'obtient, quoi. Process de recrutement, évidemment, et d'ailleurs c'est l'un des premiers trucs dont on va parler, je vais pas mal parler là-dessus. Et puis tout ce qui a marqué là-dessus, les rôles, un schéma de carrière, de croissance, comment est-ce que j'évolue dans l'entreprise, parce que forcément un 6 et à 250 ça va pas être la même, et les évaluations, comment est-ce qu'on fait des évaluations, est-ce qu'on fait des évaluations, et si oui, c'est quoi le lien entre les évaluations, les rôles, la croissance, etc. C'est tous les trucs auxquels il va falloir réfléchir. Quoi qu'il arrive. À minima, il va falloir se poser la question et savoir ce qu'on veut faire là-dessus. Et du coup, le recrutement, c'est le premier point, puisque on a besoin d'aller chercher plein de gens. Et nous, il y a 3 éléments qui nous ont sauvé la vie et qui nous ont permis. On a réussi, la croissance, les objectifs ont été remplis et c'est pas si simple que ça, hein. On peut se dire, recruter c'est facile. Oui, recruter c'est facile si on fait ça à l'arrache. Mais recruter et faire en sorte que derrière, il y a quelque chose qui qui fonctionne et qui ressemble à quelque chose, c'est pas si simple. Donc les 3 éléments qui nous ont beaucoup aidés. Le premier, et c'est celui qu'aujourd'hui je remets le plus en question. La technique, c'était de se dire, on va faire un recrutement top-down. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a une structure assez classique, en tout cas dans les startups, dans les entreprises tech internationales, je veux dire, parce que France c'est un peu différent, mais on n'aime pas faire comme les autres. Une structure classique, c'est j'ai une équipe elle a un engineering manager et un product manager. Au-dessus, il y a un regroupement d'équipes, ça fait une tribe parce que Spotify nous a dit que c'était bien. Et on a un engineering director et un product director, donc qui vont gérer les engineering managers. Et au-dessus, on peut avoir head of engineering, head of produit ou VP produit. Les noms sont interchangeables en fonction des entreprises. Et après, tout en haut, CTO, CPO. Donc ce que nous dit Lachlan, c'est pour démultiplier notre force de frappe, on va recruter des managers qui vont recruter leurs managers, qui vont recruter leurs équipes. Ce qui n'est pas complètement déconnant, hein. Dans l'absolu, et au début, j'en ai été très content quand j'ai vu les premiers. Donc, moi, la description de mon poste, c'est de manière un peu transparente, transformée en Senior Engineering Manager. On a dit, voilà, tu es là, et puis tu es le premier, très bien. Et donc, j'ai commencé à accompagner Mathieu et l'équipe sur les recrutements. Et je suis arrivé à un moment où je faisais jusqu'à 5 entretiens par jour. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup parler. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, hein. Moi, je trouve ça cool, hein. Vous êtes venus m'écouter. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes là maintenant, c'est trop tard. Et il y a une charge cognitive et une fatigue qui est immense. Déjà, vous vous répétez toute la journée. Vous allez dire exactement les mêmes choses. Il y a un moment donné où je me suis rendu compte que j'étais un automate. T'appuyais sur un bouton et pouf, je commençais le discours. Je présentais encore Store. Et il faut quand même la personne
elle prend du temps. Le candidat, il prend du temps. Et vous êtes allé le voir, vous l'avez contacté. Il a peut-être répondu à une annonce, mais dans l'absolu, il prend quand même le temps de venir et de vous rencontrer. Donc, même si vous êtes fatigué, même si vous n'êtes pas de bonne humeur, même si quoi qu'il se passe, c'est pas sa faute, et lui, il doit pas le savoir. Donc, c'est important de donner une bonne image. Moi, j'ai eu l'expérience à pas très longtemps, sur une entreprise que je nommerai pas, Welcome to the Jungle. J'ai eu un entretien avec la Head of Talent Acquisition. Au bout de 5 minutes, je me suis dit, oh la vache, tu as une image d'entreprise absolument... Ils ont une très très belle image d'entreprise, ils font plein d'articles, plein de vidéos sur comment faire ça bien. Et j'avais l'impression qu'elle se faisait chier, mais d'une violence. Je me suis dit, si tu n'avais pas envie de faire l'entretien, c'est pas grave, mais dis-le moi en fait, que je ne perde pas mon temps. C'est peut-être pas le bon moment, on replanifie, mais ça, non. Enfin, l'image que tu me donnes en sortie, là, c'est pas ouf. Vous pouvez leur dire que j'ai dit ça, de toute façon, ils ne me connaissent pas. Donc, il faut faire ça bien, et ça prend du temps et ça prend de l'énergie. L'idée de démultiplier, c'est je commence par recruter des engineering managers. Du coup, j'ai beaucoup plus de gens pour faire des entretiens et ça va aller beaucoup plus vite pour structurer et recruter mes équipes. Dans l'absolu, ça marche. Pourquoi je dis que je remets ça en question aujourd'hui? Si je devais le refaire, je ne le referais pas comme ça. Déjà parce que du coup, c'est extrêmement structurant et ça met une grosse partie de la décision de structuration sur le management. Donc, c'est une partie de son taf, mais ça doit être un travail collaboratif. Et je pense que l'équipe doit être beaucoup plus impliquée sur ce truc-là. Ensuite, le fait que ça fait gagner du temps, oui et non, parce que dans l'absolu, on va continuer à faire rencontrer ces gens-là aux équipes. Ils vont aller voir des ingénieurs, ça fait partie du processus de recrutement et c'est normal. Donc de toute manière, il y a quand même toujours cet effort qui doit être répandu sur l'ensemble de l'équipe. Et en plus, je trouve que ça limite le choix de l'équipe elle-même. L'équipe, elle se construit, et en fait, elle devrait être capable de se construire en toute autonomie. Donc si je devais refaire les choses aujourd'hui, je partirais beaucoup plus sur une dynamique où l'équipe va se concerter sur qu'est-ce qu'on veut et comment on va aller chercher et qui on va contacter. Avec l'accompagnement du recrutement et de la RH, mais je ne repartirai pas sur cette approche très top-down. En plus, top-down, c'est un gros mot, on n'aime pas ça en général, on ne le dit pas trop. Quand je le dis, après, je suis obligé de me faire des piqûres. Mais bon, on l'a fait et ça a marché. Je remets ça en question. Deuxième truc important, c'est l'international. Nous, on allait très très vite, on est parti à l'international. On est allé très vite à l'international, on a recruté des gens un peu partout en Europe et plus loin. On a eu des développeurs en Ukraine, en Russie et compagnie. Et il y a 2 éléments qui sont super. Alors, je me rappelle que le DRH, il y a eu une période, à chaque fois que j'allais le voir, le mec ne voulait pas me parler parce qu'à chaque fois, j'allais le voir en lui disant « J'ai un super mec, mais il est dans un pays où on n'a pas d'entité légale. Est-ce que tu peux faire des miracles ?» À la fin, il ne voulait plus me parler. Gentiment, mais il était là, Olivier, non, je ne veux pas savoir. Donc il y a 2 éléments importants si vous faites ça. Premièrement, remote. Ça veut dire que vous allez être en full remote. Alors le full remote, il y a eu des va-et-vient. Hein. Il y a eu le Covid, on n'avait pas le choix. Les entreprises ont découvert le remote, on dit « Oh, c'est génial, on ne savait pas, mais ça marche super bien, regardez comme c'est formidable ». Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, hein, même potentiellement psychologiques pour certaines personnes. Je suis tout le temps chez moi, je vois personne, ça va pas bien. Et il y en a d'autres pour qui ça se passe très très bien. Et là, dernièrement, depuis peut-être 1 an, plus ou moins, gros retour en arrière. Ouais, a priori ça marchait très bien, mais finalement non. Donc le remote, nous on trouve ça cool, mais vous allez quand même revenir au bureau. Et puis c'est nous qui allons choisir les jours. Et puis c'est obligatoire, sinon il faut aller travailler ailleurs. Il y en a qui ont fait ça, hein, qui sont allés travailler ailleurs. Ça a été une des stratégies pour Encore Store. On est allé voir toutes les boîtes qui obligeaient les développeurs à revenir au bureau. On s'est dit, hey, nous c'est du remote. Et on en a récupéré plein comme ça. Je peux vous assurer que c'est une très bonne technique. Donc il faut accepter le remote. Je ne vais pas rentrer dans le débat de c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet, mais en tout cas c'est sûr que ça aide, quoi, parce que vous avez une capacité de recrutement, vous avez le monde devant vous. Et il y a énormément de pays qui n'ont pas 3 mois de préavis comme la France. Il y a même beaucoup de pays pour lesquels le préavis c'est plutôt 2 semaines. Donc quand vous voulez recruter des gens vite, c'est quand même ultra pratique. Et le deuxième point, c'est tout se fait en anglais. Condition obligatoire. Et pareil, retour d'expérience. Si vous avez des gens qui ont construit une entreprise en français et qui veulent switcher en anglais, ça va être très 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 dur. Déjà, c'est pas dans votre culture. Il va falloir habituer les gens à parler en anglais. Ils se sont connus en français. Il y en a peut-être qui sont pas tellement à l'aise en anglais. Ils peuvent parler un petit peu, mais dès qu'il faut exprimer ses idées, qu'il faut aller plus dans le détail et dans le débat, ça va être compliqué. Donc ce switch, il est très dur, il va falloir l'accompagner. Nous, on a essayé, mais clairement, c'est compliqué. On a eu des gens qui étaient des tech leads,
qui, au début, ont fait un travail exceptionnel et qui se sont retrouvés perdus dans la masse et avec beaucoup de difficultés pour se positionner et continuer à apporter cette valeur via leurs connaissances, parce que l'anglais, c'était compliqué. Donc, une des choses qu'on a mis en place et qui, je pense, était très, très importante, c'est que toutes les communications, tous les entretiens se font tous 100% en anglais. Ce qui veut dire que même 2 Français qui font un entretien ensemble le font en anglais. La raison à ça, et pas anodine, c'est que même si vous dites, quand vous faites 10 minutes en anglais dans un entretien pour voir si ça passe, en général, ça passe. Dire, bon, ben, on parle tous plus ou moins anglais et 10 minutes, c'est bien. Quand vous faites la même chose sur 1 heure, vous allez vous rendre compte de choses bien différentes, que finalement, c'est pas si fluide que ça. Qu'il y a plein de petits moments où la personne a peut-être un petit peu mal, on n'arrive pas bien à se comprendre, il lui manque des mots, Et en fait, ce qui peut passer sur 10 minutes va être très fatigant sur 1 heure. Et du coup, c'est important pour votre entreprise, il faut que ça soit un critère pour dire, non, je suis désolé, mais là, niveau anglais, ça va être compliqué, non, on va pas pouvoir. Mais bon, aller à l'international, mais du coup, remote et anglais, important. Le dernier point, alors j'ai absolument pas trouvé de petits schémas qui correspondent à ça, et le seul que j'ai trouvé au bout d'un moment, après 1 heure de recherche où j'en avais marre, c'était celui-là. Il y a les 2 livres qui m'ont le plus influencé et qui m'ont le plus appris dans mes lectures sur les 5 dernières années. Je vous les citerai à la fin. Ça s'appelle No Rules Rules, qui est le livre de Netflix. Netflix explique sa culture, comment ils se sont construits, par quoi ils sont passés. Et il y en a un qui s'appelle Turn the Ship Around, de David L. Marquet, qui était commandant de bord d'un sous-marin nucléaire dans la Navy, et qui explique comment il est passé de commander un sous-marin qui était le pire de la flotte dans la Navy à être le meilleur en l'espace de quelques années. Je ne veux pas dire de conneries parce que je ne me rappelle plus des chiffres, mais en quelques années, il a complètement renversé la situation. Et dans No Rules Rules, Netflix explique que pour les entretiens annuels ou style d'entretien annuel, l'une des questions qui se pose systématiquement pour tous les postes de l'entreprise, y compris le CEO, c'est: si cette personne m'annonce demain qu'elle s'en va, quel effort je vais fournir pour la retenir? À quel point je vais essayer de faire en sorte de dire, non, il ne faut vraiment pas que tu partes, on va discuter et trouver une solution. Si la réponse à cette question, c'est je ne vais pas tellement fournir d'efforts, ça veut dire qu'en fait, ce n'est plus la bonne personne pour le poste. C'est extrêmement dur, mais en même temps, c'est leur culture, et c'est quelque chose, il y a du débat derrière, mais ça rentre dans leur culture et dans tout ce qu'ils ont mis en place, du coup, ça fait sens. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, on est devenu beaucoup moins exigeant dans nos recrutements. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand votre objectif c'est de recruter, vous recrutez. Vos exigences, elles vont changer. Et votre niveau de demande par rapport au candidat, sans même vous en rendre compte, ne va plus être le même. Des fois, on va se dire, ça passe. Et donc, moi, ce que j'ai commencé à faire à partir de ce moment-là, et qui a été aussi super intéressant, c'est de me dire, dès que je vois un candidat, si cette personne, je lui fais une offre et elle me dit non, est-ce que je vais essayer de la convaincre? Si la réponse est non, j'arrête le process tout de suite. On ne va pas continuer. Peut-être que la discussion était cool, peut-être qu'on a eu un bon feeling, mais si je ne me dis pas, je veux absolument qu'elle vienne, j'arrête le process parce qu'on perd notre temps. Et c'est important aussi, parce que encore une fois, quand vous allez construire une grosse équipe, à la fin, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui doit être efficace et qui doit correspondre à votre entreprise. Donc cet effort-là, il est important, il faut le garder en tête. Moi, je fais tous mes recrutements aujourd'hui. J'en fais beaucoup moins qu'à cette époque-là, mais quand je fais des recrutements aujourd'hui, j'ai toujours cette approche-là. La personne en face, si je ne vais pas me battre pour qu'elle vienne absolument travailler avec moi, je vais passer au prochain candidat. Je regarde mon pense-bête pour m'assurer que j'ai rien oublié. Je sais qu'il reste 20 minutes, mais ça va bien se passer. Je n'ai pas oublié de vous dire des trucs. Ouais, culture fit, si, ça c'est important. Le culture fit, alors le fameux entretien culture fit, je ne sais pas si vous en avez fait. Des fois, c'est critiqué. Souvent, à la fin d'un process de recrutement, surtout dans ce monde de start-up, il va y avoir le fameux entretien culture fit. Vous allez rencontrer des gens dans l'entreprise de manière un peu aléatoire. Souvent, il y en a 2-3. Et ça va être juste une discussion un peu ouverte pour voir si le mindset de la personne correspond à ce qu'on cherche et correspond à notre entreprise. Ça a été critiqué. J'ai vu des talks assez intéressants sur pourquoi c'est pas forcément une bonne chose. Pour moi, ça reste important dans le sens où on travaille dans un milieu qui est très particulier. Le monde des startups, c'est quelque chose. Moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans des grands groupes. Le jour où tu arrives en startup, c'est pas la même chose. Il va falloir que tu acceptes une partie de chaos. Il y a des trucs, c'est un peu le bordel, et c'est comme ça. Et il y a une acceptation de cette réalité parce que c'est pas important. C'est le bordel, mais ça marche et on verra plus tard. On priorise quoi.
il y a une partie de ça change très très souvent, ce qui est lié un peu au chaos, mais il va y avoir très régulièrement des choses qui se font différemment parce que c'est comme ça. On fait un truc aujourd'hui, dans 2 mois c'est plus le même et c'est pas grave. Ça peut être extrêmement anxiogène pour plein de gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin de structure, qui vont avoir besoin de. Je me rappelle très très bien, on avait un développeur qui me disait, Olivier, moi ça me stresse que le product owner soit pas capable de me dire ce qu'on va faire sur les 3 prochains mois. Pour lui, c'était stressant comme situation. Et je lui ai dit, mec, je pense que t'es pas au bon endroit. Bien sûr qu'on ne sait pas ce qu'on va faire dans 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une idée. Ça veut juste dire que non, je ne vais pas te sortir de roadmap déjà, ça c'est sûr. Et puis je ne vais pas te faire ta backlog de sprint, ça n'aura aucun sens. Donc voilà, il faut pouvoir accepter ça, il faut être à l'aise avec ce truc-là. Donc comment est-ce que les gens vont gérer le stress? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous quand ils vont vous rejoindre? Ça, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Recrutement, faites-y vraiment attention. Que vous soyez en hypercroissance ou pas, je pense qu'on n'est pas assez soucieux du recrutement et de comment on le fait. L'onboarding, c'est la suite. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour faire un bon recrutement. Vous avez des super candidats qui arrivent. Ça serait bête qu'ils partent au bout d'une semaine. Donc il faut en faire attention à eux. Et du coup, l'onboarding, qui a déjà eu en premier jour d'arrivée, qui a déjà eu son matériel et tous ses accès qui fonctionnent? Oui, c'est bien. Moi aussi, ça me fait beaucoup rire. Alors, je suis assez... Déjà, bravo, vous avez de la chance. C'est extrêmement rare, peu importe la taille de l'entreprise. C'est extrêmement rare. C'est vraiment à la marge. Moi, il m'est déjà arrivé dans des missions de consulting où les gens payaient très très cher pour mon TJM, d'avoir juste un ordinateur pour pouvoir travailler au bout de 2 semaines. C'est-à-dire, concrètement, tu m'as payé 2 semaines à rien faire. Et qui te disent, ouais, mais on a un ordi là, il sert à faire des tests, tu peux l'utiliser si tu veux. Oui, bah non, en fait. Écoute, je vais aller discuter avec les gens, j'aime bien le café. Et donc, c'est un truc assez classique, mais on ne fait pas assez attention à l'onboarding, et c'est le cas dans la plupart des entreprises. On a plusieurs trucs, nous, qui nous ont aidés. Alors, l'onboarding, on était très très mauvais, on ne s'en était pas rendu compte. On ne s'en était pas rendu compte parce que personne ne nous disait rien. Globalement, quand on demandait aux gens, bon, ça va. Moi, mon onboarding, c'était Mathieu Alengrin, qui, à 9h27, le jour où j'ai commencé, m'a dit le DSM est dans 3 minutes et voilà le lien. C'était mon onboarding. Il ne s'est rien passé derrière. Après, moi je suis grand et j'ai un peu d'expérience, donc je suis allé voir les gens, j'ai appris à voir comment ça. J'ai posé des questions pour savoir comment ça marchait, mais c'est pas la meilleure manière de faire. Premier truc qu'on a mis en place, c'est avoir un buddy. Et le buddy, c'est super important, d'autant plus, je vous rappelle, on est en 100% remote. Surtout la tech. La plupart des gens ne sont pas au bureau. Bon, il y a des gens avec qui j'ai travaillé pendant 1 an et demi et que j'ai vu 2 fois en physique. Donc, un buddy, c'est quelqu'un qui est dans votre équipe. C'est quelqu'un qui a plus ou moins les mêmes connaissances que vous. Donc, il y a un poste similaire. Si vous êtes back-end engineer, c'est un back-end engineer de l'équipe. Et cette personne-là, elle est là autant que nécessaire, pendant la durée nécessaire. C'est vous qui allez dire à un moment donné, bon, je pense que maintenant ça va. Il va vous aider à tout faire. Installer votre environnement, vous présenter l'équipe, vous expliquer comment on fonctionne, vous expliquer c'est quoi les cérémonies, comment on prend des vacances, qui s'occupe de quoi, comment, à qui je peux aller poser des questions. Et il va être là pour faire du peer programming avec vous au début. Il va être là pour vous aider à gérer les premiers bugs. Tout ce processus, lui, il va être juste à disponibilité. Et il est là et si vous en avez besoin, vous allez lui parler. Les feedbacks qu'on a eu là-dessus sont vraiment magiques. Moi, j'ai fait Buddy, j'ai testé. J'ai fait Buddy du Code Engineering Manager qui est arrivé. C'est vrai que c'est super intéressant des 2 côtés. Côté candidat, enfin nouvel arrivant, je ne suis pas tout seul. Même si je suis chez moi derrière mon écran, je ne suis pas tout seul et j'ai quelqu'un. Et je sais que cette personne-là, elle est là pour moi. Donc, c'est super rassurant. Et donc, côté entreprise, la personne qui va être le buddy, c'est super intéressant de se confronter aux nouveaux arrivants. Il y a un truc qui est assez classique. Au bout d'un moment, on devient tous des... quand ça fait longtemps qu'on est dans un système, les agents du système s'habituent à son fonctionnement. Il y a plein de trucs qui nous choquent plus, je pense que ça, vous le savez tous. Il y a des trucs, c'est devenu normal et on ne le remet plus en question, alors qu'au début, ça rend fou, on se dit, mais ça n'a pas de sens ce truc-là. Et donc, être confronté à ce truc-là et un œil frais et nouveau qui va vous poser plein de questions, ça va être super intéressant de se dire, il a raison, pourquoi on fait ça, je ne comprends pas. Buddy, je continue à le faire aujourd'hui, pareil, et c'est un truc, s'il faut garder qu'un seul truc, c'est celui-là, clairement. Utiliser de la doc et des vidéos. Alors, la documentation, c'est pas un gros mot, c'est bien d'en avoir,
Et la documentation, c'est quelque chose qui doit être assez exhaustif, encore une fois, quand on est en remote. Quand je parle de documentation, c'est pas juste expliquer ce que font mes fonctionnalités, c'est présenter l'équipe avec des petites photos. Qui est dans l'équipe, qui fait quoi, qu'est-ce que tu peux attendre des gens. Présenter, encore une fois, c'est quoi nos cérémonies, c'est quoi notre planning. Avoir un partage sur qui est là, quand, pourquoi. Savoir qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, c'est quoi notre scope, c'est quoi nos derniers succès. Quels sont les derniers trucs qu'on a livrés, on s'est dit, on a livré ça il n'y a pas longtemps, c'était un super succès, on est content. Ou qu'est-ce qu'on a foiré. Donc c'est vraiment une présentation approfondie qui va permettre aux gens de comprendre un petit peu où ils sont arrivés. Au niveau de l'équipe, au niveau de l'entreprise. Merci. Donc avoir toutes ces informations-là. Et faire des vidéos au début, on présentait tous, on est chacun responsable. Moi j'étais engineering director à ce moment-là, donc j'étais responsable d'une tribu qui était la tribu des marques. À chaque fois qu'il y avait des groupements de nouveaux arrivants, donc toutes les 2 semaines, je venais et je faisais une présentation d'1 demi-heure où je présentais ma tribe. Qu'est-ce qu'on fait, qui travaille, c'est quoi notre responsabilité, est-ce que je vous disais, c'est quoi nos derniers succès, quels sont les challenges qu'on essaie de résoudre en ce moment. C'est super intéressant, mais c'est pareil, c'est très chronophage et très répétitif. Au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, non, on va filmer ces trucs-là. Donc Google Meet, enregistré, et on a mis ça sur notre système de documentation, on utilisait Notion. On avait mis des liens sur Notion, et les gens allaient les consulter comme ils voulaient. Et ce qu'on a mis en place, qui a été super pratique pour les nouveaux arrivants, du coup, c'est une page personnalisée de tous les éléments dont je viens de vous parler. Quand tu arrives, voilà les personnes qu'il faudrait que tu ailles rencontrer. Va organiser des meet and greet, dis-leur bonjour, faites une petite visio pour vous connaître. Voilà toute la doc qui peut t'intéresser. Voilà les liens, les vidéos, les liens dans Notion, tout ça. Voilà qu'est-ce qu'on attend que tu fasses les premières semaines. À quoi tu peux t'attendre sur tes premières semaines, tes premiers mois de travail. Comment ça va se passer et avec qui tu vas le faire. Donc c'est une espèce de guide d'onboarding qui permet aux gens d'être rassurés et de se dire ok, je sais où je vais, je sais comment je vais le faire. Pareil, super efficace, ça prend un peu de temps, mais c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Il faut le maintenir un petit peu, mais très cool. Et en plus, ça donne beaucoup plus d'autonomie. Personne qui vient d'arriver, elle a cette page-là, et elle va l'utiliser comme elle veut. Si elle veut se taper toute la doc avant de commencer à coder, elle se tape toute la doc avant de commencer à coder. Si elle veut lire un peu de doc, voir une vidéo, installer son environnement, revoir une doc, faire un ticket de bug, tu t'organises. Donc beaucoup plus de... On est tous adultes, on est capable de s'organiser sur ce qu'on fait. Dernier point, Discovery Report, les rapports d'étonnement, les fameux rapports d'étonnement. On en parle beaucoup. Moi, j'ai connu pareil assez peu d'entreprises qui le font finalement, et surtout assez peu d'entreprises qui le font et qui l'exploitent. Ce qui est dommage, c'est une mine d'or, les rapports d'étonnement. Vous allez découvrir, comme ce que je disais juste avant, plein de trucs que vous avez fini par accepter, que vous ne voyez même plus, et qui vont ressortir comme ça en mode j'ai vu ça, c'est super bizarre. Moi, j'ai le dernier ingénieur qui a rejoint mon équipe actuelle, là, donc je suis dans une autre entreprise aujourd'hui. Il nous a ressorti plein de trucs, et l'un des premiers trucs, quand il a rencontré les développeurs, c'était le nom des projets. Et il disait, mais ton truc s'appelle Web2C, comment je sais que ça correspond à ton site? Il n'y a aucun lien entre les deux. Si tu me le dis pas, ça n'a pas de sens. Et ils ont dit, c'est vrai, il faudra qu'on le redonne. Et c'est normal, que ça a eu un sens à un moment donné, le nom. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tout le monde savait pourquoi c'était là, on ne s'est pas posé la question. Donc les rapports d'étonnement, faites-les, lisez-les. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prend les... Moi, je leur laisse 2 mois. Ils écrivent leur rapport d'étonnement. Et après, s'ils veulent le faire, il n'y a pas d'obligation, c'est viens, on fait une réunion tous ensemble et tu vas le présenter. Tu vas le lire et tu vas présenter aux gens, voilà ce que j'ai noté. Les trucs cool, les trucs moins cool, les trucs qui font pas de sens. Et puis on va en discuter un petit peu, savoir quel est le feeling par rapport à tout ça et pour mettre en place des actions derrière. C'est une rétro, hein. C'est une rétro super intéressante. Donc ouais, travailler sur l'onboarding, c'est dommage d'investir du temps pour avoir des gens cool et qui ne veulent pas rester. Pour la petite histoire, nous, on a eu un wake-up call qui a été assez violent. Hein. On a une personne qui est arrivée, c'est la seule avec qui c'est arrivé, qui est arrivée et qui a posé sa démission. Ça faisait même pas un mois qu'elle était là. Je crois que ça faisait 1 semaine, mais je suis plus tout à fait sûr. Et elle nous a écrit un mail assez long, très détaillé, de pourquoi il partait. Et c'était pas violent, agressif, mais c'était dur à encaisser, quoi. On s'est rendu compte, il nous disait tout ça, c'est nul. Et des trucs comme on a un système de paiement, Stripe, des fois il y a des litiges, et quand tu es bug master de la semaine, pas tout seul, hein, mais tu dois aller sur Stripe des fois et aller faire des remboursements chez des clients. Tu viens d'arriver et tu dis je vais faire un remboursement à un client, c'est l'argent de l'entreprise, j'ai le droit de faire ça, qu'est-ce qui se passe si je le fais pas bien? C'est ultra anxiogène, quoi. Donc aller faire des interviews, chose qu'on a mis en place aussi, faire des interviews au bout d'un certain délai, de savoir comment ça se passe, ça plus le body et tout le reste.
vous allez avoir un super onboarding. Le management et coaching, je suis désolé, j'accélère un peu, mais j'ai encore 2-3 trucs à raconter. Management et coaching, le premier élément super important, ça j'en parle depuis des années, je ne changerai jamais d'avis, en tout cas je ne vois pas comment je changerai d'avis. Un manager, c'est pas un tech lead. Un manager, ce n'est pas un tech lead. Votre VP of Engineering, c'est pas un architecte. Votre engineering manager, c'est pas votre tech lead. Alors attention, si on est au tout début, on est 6 personnes, vous n'avez même pas de manager, il sert à rien. Enfin, vous emmerdez pas avec des managers, quoi. Il vous faut des opérationnels qui vont livrer de la valeur tout le temps. Mais un manager n'est pas un tech lead. C'est super important. Hein. Quand on recrute, et on a fait la même erreur chez Encore Store, moi je me suis beaucoup battu contre ça, et j'ai beaucoup remonté ce genre d'alerte en disant on fait fausse route, c'est pas comme ça que ça marche. Alors après je prêche pour ma parole, hein. Moi ça fait des années que j'ai plus les mains dans le code et que je me suis intéressé à plein d'autres choses et que j'ai commencé à prendre des rôles de management. Mais manager c'est un métier, de la même manière que développeur c'est un métier. Il y a des compétences nécessaires pour être manager. Il faut avoir une idée effectivement de méthodologie de travail. L'agilité, ça s'invente pas. Il faut avoir compris les principes de l'agilité, l'avoir appliqué, l'avoir utilisé quelques années quand même pour comprendre un petit peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on en fait. Il faut avoir des notions de systémie. Ça peut être intéressant de comprendre la systémie, de savoir comment fonctionne votre entreprise pour bien gérer la structure. Il faut comprendre la différence entre structure et organisation. Il faut avoir des notions de motivateur, dynamique de groupe. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, je ne dis pas comme si vous avez un super manager et qu'il est très bon techniquement, tant mieux, c'est cool. Mais le premier point, c'est que ça doit d'abord être un très bon manager. Donc si vous allez, et on fait souvent cette erreur dans la tech, on va chercher des gens qui sont très très bons techniquement, et vu qu'ils sont très très bons et qu'ils font des trucs cool et que les gens leur posent plein de questions techniquement, ils deviennent managers. Ouais, mais ça marche pas. Déjà peut-être qu'il n'a pas envie. Moi j'en ai aujourd'hui mon lead back-end, il m'a dit Olivier, management, niet, jamais, je veux pas en faire, ça m'intéresse pas, tu te démerdes. Et en plus, peut-être qu'il sera pas bon. C'est pas parce que tu es bon développeur que tu es bon manager. Donc il faut s'intéresser aux gens. Et avoir des vraies notions de management et savoir comment le faire. Concentrez-vous sur la croissance. Ah, j'ai coupé l'image avant que... C'est une image qui me fait rire. Concentrez-vous sur la croissance, ça veut dire qu'il vous faut un framework de croissance. Et un framework de croissance, ça ne s'invente pas. C'est très compliqué. Moi, je me suis fait avoir dès le début. Je me suis dit, bah, framework de croissance, c'est bon. On va en discuter 2 heures, on va mettre un truc sur une page Notion et terminer, quoi. Et du coup, on a essayé de le faire. Grosse erreur. C'est super compliqué de mettre en place un framework de croissance qui fonctionne. Framework de croissance qui dit concrètement comment est-ce que je me positionne dans l'entreprise. Est-ce que je suis junior? Est-ce que je suis senior? Est-ce que je suis staff engineer? Est-ce que je suis VP? Est-ce que je suis où? Et donc, on avait essayé d'en créer un. Donc, il y avait plusieurs catégories qui étaient évaluées avec des niveaux qui étaient attendus pour chaque catégorie. Et il a été testé. Il y a un engineering director qui m'a dit écoute, je l'ai testé sur moi et sur un de mes staff engineers. On est tous les deux 0. 0 sur tous les gens. On ne remplit aucun des critères. Et donc, on a pris un peu de recul et on s'est rendu compte qu'en fait, non, il y en a qui existent et il faut les utiliser. Il y a un truc qui s'appelle Snowflake, qui a été diffusé par Medium. Ils ont fait tout un ensemble d'articles là-dessus. Allez le consulter et essayez pas de partir from scratch, parce que je pense que c'est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer tel quel. Il faut en apprendre, il faut essayer de l'utiliser. Il est compliqué de prime abord. C'est vrai que le prendre en main, c'est pas simple. Il ne faut peut-être pas tout utiliser dedans. Mais par contre, ça vous donne de bonnes bases pour essayer de construire ça chez vous. Donc ouais, inventez pas ces trucs-là. Et c'est super important. Et tous ces trucs-là, il faut que ça soit transparent, il faut que ce soit diffusé, que tout le monde y ait accès, que tout le monde puisse challenger, poser des questions. N'importe qui dans l'entreprise doit pouvoir remettre ce truc-là en question. Si vous voulez avoir une bonne culture, il faut faire participer les gens, c'est super important. Surtout sur ces sujets-là qui les impactent directement. Et celui-là, c'est aussi l'un des plus importants, je pense, et l'un de ceux qui manquent un peu trop régulièrement. On fait tous des erreurs. C'est obligatoire. Et plus vous êtes haut dans la hiérarchie d'une entreprise, plus vos erreurs vont affecter beaucoup de gens. Et les erreurs, tout le monde les voit. Si vous n'en parlez pas, tout le monde les voit et personne ne va les oublier. Le meilleur truc que vous puissiez faire, c'est juste l'accepter. Et l'accepter de manière publique. Les gars, on a fait une connerie. Voilà, j'ai pris une décision, c'était une décision de merde, ma faute. Maintenant, on va en discuter et puis aidez-moi à trouver la solution. Le fait de faire ça, ça a 2 effets qui sont très importants. Le premier, c'est que vous êtes en train de passer un message à l'ensemble de votre entreprise de c'est normal de faire des erreurs et tu peux le dire, c'est pas grave, tu vas pas te faire taper dessus parce que tu fais des erreurs. Environnement toxique, c'est plutôt ça. Je ne dis pas trop ce qui se passe et c'est la base de tout. Hein. On parle beaucoup de la valeur de transparence. La transparence ne peut pas être le point de départ de la construction de votre culture.
Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de confiance. Et il n'y a pas de confiance si je ne me sens pas en sécurité. Première étape, mon CEO, mon CTO, mon je ne sais pas quoi, quand il fait une connerie, il le dit, il dit ouais, j'ai fait de la merde, je suis vraiment désolé, je me suis trompé. Et en plus de ça, il faut savoir que les études de psychologie démontrent que ça crée du rapprochement et de la confiance. Le fait de montrer sa vulnérabilité face aux gens va créer un sentiment de confiance dans vos équipes. Ils vont avoir beaucoup plus confiance en vous quand vous acceptez de montrer cette vulnérabilité. Ce n'est pas parce que vous êtes haut placé dans la hiérarchie que vous avez réponse à tout et que vous ne faites jamais de conneries et que vous devez être parfait. Ce n'est absolument pas le cas. Donc c'est important de le faire et accepter vos erreurs et revendiquez-les. C'est beaucoup plus dur pour les gens qui sont arrivés au début. 5 minutes, merci. C'est beaucoup plus dur. Je suis désolé, je parle trop comme d'habitude. Du coup, pour les questions, venez me voir à la fin si vous en avez. J'en ai vu pas mal qui sont déjà en train de s'endormir, donc ils se font chier. Et du coup, il n'y aura pas de questions, c'est pas trop grave. C'est beaucoup plus dur pour ceux qui étaient là au début, c'est normal. Au début, quand on est 6, on est sur toutes les décisions, on participe à toutes les conversations, et du coup, c'est un peu votre boîte, quoi. C'est chez vous. Quand on grandit, ça peut plus être comme ça. Ça peut plus marcher comme ça, c'est pas possible. Quand on est 250, on peut pas faire ça, ça marche pas. Enfin, 250 pour la tech, 900 dans l'entreprise, imaginez le truc. Donc, les premiers employés, et moi je l'ai vraiment vécu, dans l'équipe, parmi les équipes dont j'étais responsable, il y avait beaucoup de ces premiers employés. Et ils se sentent très très vite perdus. Donc au début c'est ça, voilà, on est tout content et très bien, et puis ça devient très vite ça, quoi. Et c'est important de les accompagner, c'est important de revaloriser leur expérience. Si votre entreprise start-up existe aujourd'hui, c'est parce que ces mecs-là ont fait un travail de ouf qui vous a permis d'aller lever des fonds et qui vous a permis aujourd'hui de faire grandir la boîte. Il faut revaloriser leur expérience, il faut beaucoup les accompagner et il va falloir leur faire comprendre qu'effectivement, ils vont peut-être pas avoir le rôle ou la position qu'ils s'attendaient. Peut-être que quand ils sont arrivés, Julien, c'était un cadre du front. C'était le mec pour le front. Sauf que maintenant, il y a plein de gens qui sont arrivés et il y a des gens qui sont arrivés qui sont quand même bien meilleurs que lui. Ça, il va falloir qu'il accepte et ça va être très très dur. Ça peut être très très dur. Donc, travailler sur la revalorisation de leur expérience et n'hésitez pas à faire des brand lunch, des présentations en interne. Voilà comment on travaillait au début, voilà ce qu'on a fait. Oh, regardez, j'ai testé ce truc-là, c'est trop bien. Partager leur expérience pour essayer de les revaloriser et accompagner-les sur comment je me situe dans l'entreprise et comment je vais évoluer dans tout ça. C'est quoi mon rôle aujourd'hui? Qu'est-ce que ça devient? Et c'est normal que ce soit stressant. On a envie de savoir, on a tous envie de savoir comment on évolue et comment est-ce qu'on va se faire manger, quoi. Donc c'est important, n'oubliez pas les premiers parce qu'ils vont avoir du mal. Faites attention au contrôle. Le contrôle, c'est un doudou. Et les doudous, ça fait du bien parce qu'on est dans une époque qui est de plus en plus difficile et stressante. Si vous regardez l'actualité de plus en plus, moi j'ai 42 ans, et à chaque année, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on est tous confrontés à ça au quotidien. Et le monde du travail est de plus en plus incertain aussi. C'est une réalité du monde moderne. Donc, le contrôle, ça nous permet de nous rassurer. Les roadmaps, les estimations, les budgets, au final, on pourrait en parler pendant des heures. La grande majorité, c'est bullshit. De toute façon, la roadmap, c'est pas ça qu'on va faire. Ton estimation, elle vaut que dalle. Mais on le fait parce que ça nous rassure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut le faire en connaissance de cause. Il faut être conscient de ce truc-là et savoir l'utiliser différemment. Mais plutôt que le contrôle, travailler, ce que je disais sur la confiance et les compétences. Si vous donnez de la confiance aux gens et que vous travaillez sur leurs compétences, vous allez pouvoir déléguer. Parce qu'à un moment donné, on leur fait confiance et ils savent ce qu'ils ont à faire. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour être plus efficace. Mettez en place des process, on en met tous en place. Mais quand vous mettez en place un process, la première question à se poser, c'est est-ce que ce truc permet aux équipes de mieux travailler ou est-ce que je suis juste en train de mettre en place du contrôle? J'ai pas le droit de développer en production le vendredi soir, je suis désolé, pour moi c'est une connerie. Ça c'est du contrôle. Si j'ai pas confiance pour déployer en production le vendredi soir, j'ai pas plus confiance pour déployer en production le mardi soir. C'est pas vrai. Par contre, il y a des solutions pour ça. Il faut travailler sur ces solutions. Ma pipeline de CI/CD, elle doit être au taquet. S'il y a la moindre merde dès que j'ai déployé, je vais avoir une alerte, j'ai mon monitoring, mon observabilité en prod qui est au taquet. Je suis capable de faire un rollback, c'est pas un souci. Du coup, déployer un vendredi, je m'en fous. Derrière, j'ai une alerte, je clique sur un bouton, je suis revenu en état stable, terminé. C'est là-dessus qu'il faut travailler, pas sur le contrôle. Définir des protocoles, donc on grandit, je passe rapidement sur celui-là parce que j'ai plus de temps. On grandit, il y a plein de gens et il faut qu'on apprenne à communiquer entre nous, c'est pas facile. Donc mettez en place des schémas de communication qui vont être efficaces et c'est important de travailler là-dessus. Ouais, j'avais pas de blague sur cette slide, donc j'ai mis un texte que vous lirez pas parce que vous n'arrivez pas, c'est trop petit.
J'ai fini. Vite fait, s'il y a 4 trucs à retenir de ce talk. Donc là, les 2 bouquins dont je vous parlais, super important. Travailler sur l'excellence. Votre taf de manager, c'est de créer le système qui va permettre aux gens de travailler vers l'excellence. Ne travaillez pas pour éviter les erreurs. Si vous travaillez pour éviter les erreurs, vous ne déployez pas en prod le vendredi parce que peut-être ça va péter. Si vous travaillez pour l'excellence, vous mettez en place les processus et les outils qui vous permettent de déployer n'importe quand. Votre culture, c'est des valeurs que vous décidez et des comportements. Les comportements que vous acceptez et ceux que vous n'acceptez pas, qui sont tout aussi importants. Si vous avez trouvé le meilleur développeur de la planète que vous ayez jamais vu, s'il n'a pas les bons comportements, que ces comportements ne sont pas alignés avec ceux qui vous correspondent, il ne doit pas bosser chez vous. Je m'en fous que ce soit un cadre. Son mindset est plus important. Les compétences, ça peut s'acquérir. Le mindset, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est le travail des fondateurs. Le principal travail des fondateurs, il y a la stratégie d'entreprise, il y a aller chercher des fonds, mais leur principal travail en interne, c'est être les garants de la culture de l'entreprise. C'est eux qui vont faire en sorte que ça marche. Je me fais gronder. Votre entreprise, ça ne peut pas être pour tout le monde. Concrètement, si tout le monde a envie de bosser chez vous, c'est que votre culture, elle n'est pas si forte que ça. Et que du coup, il faut peut-être y réfléchir, essayer de la connaître. Il y a moyen que ce soit juste un truc un peu lambda auquel vous n'avez pas réfléchi. J'ai trop parlé, j'avais d'autres trucs à dire, mais merci. Voilà. Soyez pas sages, et puis il y a du café pour vous réveiller. Merci beaucoup Olivier pour la présentation. On peut te réapplaudir.